Le temps d'une liberté, On discute du couple. et de parentalité. Bonjour à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder l'accueil de la transition de son enfant ou d'un proche avec Serge Effez, psychiatre et auteur d'un livre sur la transidentité. D'abord, on définit ensemble ce que sont les transidentités et ensuite, on discute du coming out, de comment, en tant que proche, on peut accueillir cette transition pour accompagner au mieux la personne qui vit un bouleversement identitaire. On espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter qu'on en a eu à enregistrer. On vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à tout à l'heure en fin d'épisode. Bonjour Serge Effez. Bonjour. Bonjour Noah. Et bonjour. Bienvenue dans cet épisode où nous allons aborder la transidentité et plus particulièrement comment accueillir la transition d'un enfant ou d'un proche dans son cercle. Serge Effez, pouvez-vous vous présenter votre parcours et vos diverses activités Je suis psychiatre hospitalier. Je travaille dans 2 services à l'heure actuelle. Un service pour adultes, enfin même si beaucoup sont des jeunes adultes à partir de 17-18 ans, qui est au départ un service qui s'était ouvert il y a bien longtemps autour des questions de sida, de sexualité, de transmission, très en lien avec les associations de lutte contre le sida et associations LGBT. Et puis petit à petit, on en est venu à s'occuper de questions de transidentité de plus en plus souvent, de plus en plus régulièrement. Et aujourd'hui, c'est une grosse partie de notre activité. Et je travaille également dans un service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans lequel il y a une consultation spécialisée pour les enfants et les adolescents, en interrogation de genre. Très bien. Il me semble aussi que vous êtes auteur. Oui, j'ai écrit pas mal de livres sur le couple, sur la famille, sur l'adolescence, et l'année dernière un livre plus spécifiquement sur cette question qui s'appelle Transition chez Kalman Levy et qui analyse, c'est pas uniquement sur la question transidentitaire, mais ça resitue cette question transidentitaire dans une interrogation beaucoup plus vaste sur la question du masculin et du féminin, disons, et de tout ce qui bouscule les codes en matière de masculin et féminin. Et il y a un autre livre qui est un livre de dialogue qui vient de sortir, qui est sorti la semaine dernière, avec une autre psychanalyste qui est Laurie Lofer, et qui s'appelle Question de genre. Très bien, merci. Et Noah, du coup, est-ce que tu peux te présenter, en tout cas particulièrement par rapport à cet épisode Alors du coup, je suis Noah, le dernier arrivé dans l'équipe du podcast, d'abord au poste de community manager, et puis maintenant je participe aussi aux enregistrements de temps en temps. Aujourd'hui, je vais essayer d'intervenir en tant que personne concernée, puisque je suis moi-même un homme transgenre, c'est-à-dire que j'ai été assignée fille à la naissance et que j'ai transitionné et je vis désormais en tant qu'homme, et ce depuis 2019, année où j'ai fait mon coming out trans. Merci Noah. Serge Effez, comment on peut définir du coup les transidentités ? La transidentité, il y a la trans, c'est la notion qu'on traverse une frontière. Quand on parle des pays transalpins, par exemple, c'est d'un côté des Alpes et de l'autre. Donc c'est l'idée qu'il y a une frontière à franchir entre le masculin et le féminin, le mâle et la femelle, l'homme et la femme. C'est-à-dire que c'est une idée qui s'inscrit dans la bipolarité sexuée, avec l'idée qu'on est mal dans son genre, qu'on est mal dans sa peau, qu'on n'a pas envie d'habiter cette peau de garçon ou cette peau de fille, qu'on a envie de vivre autrement, socialement, dans son corps, dans la façon dont les autres vous perçoivent, et ça provoque une souffrance. Et que cette souffrance qu'on appelle dysphorie de genre, ou incongruence de genre, donne envie de souffrir moins, et donc de parcourir un chemin d'un sexe à l'autre, d'un genre à l'autre, traverser cette frontière entre les deux. Mais j'insiste là-dessus parce que la notion de transidentité, c'est justement
comme c'est le cas pour Noah, qui nous a dit qu'il était né fille et qu'aujourd'hui il se considérait comme un garçon et qu'il voulait être nommé et reconnu comme un garçon. À côté de ces passages de frontières transidentitaires, il y a aujourd'hui beaucoup de situations qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus intermédiaires entre les deux, où justement il s'agit de déconstruire les genres masculins et féminins pour s'inscrire dans d'autres types de parcours, d'autres à la fois filles et garçons, ou ni filles ni garçons, ou tantôt filles, tantôt garçons, ou même finalement en voulant gommer ces deux appellations pour s'inventer soi-même dans dans un genre plus fluide, plus mouvant, plus inventif. On entend souvent parler de gender fluide. Oui, c'est ça, gender fluid, gender neutral par exemple, neutraliser le sexe ou le fluidifier ou le diversifier. C'est d'autres positions par rapport à la question transidentitaire qui, encore une fois, ne dit pas il n'y a pas de garçons et il n'y a pas de filles, il y a des garçons et il y a des filles, mais justement, c'est dans l'autre genre qu'on a envie de vivre. Et donc, voilà, on a parlé de transition et on sait qu'il en existe. Alors, il en existe des types différents. Est-ce qu'on peut les renommer, du coup, ces transitions? Enfin, encore une fois, si on parle de transition, la transition définit le passage, hein, le transit entre deux états. Alors, encore une fois, comme je vous disais, il y a plein de façons de se transformer et de choisir son corps et son identité à travers cette transformation. Mais si on parle de transidentité à proprement parler, en général, elle est M2F ou F2M, c'est-à-dire on est fille, on devient garçon, on est garçon et on devient fille. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs façons de se sentir garçon et ou de se sentir fille. Il y a beaucoup de filles qui transitionnent en garçon, par exemple, en prenant des hormones, en opérant leur poitrine, parce que c'est ce qu'il y a de plus visible et de plus insupportable quand on n'a pas envie de se sentir une femme ou une fille, mais sans changer leurs appareils génitaux, par exemple, sans faire d'opération génitale. Donc voilà, ce sont des hommes trans qui ont une identité d'homme, qui sont reconnus comme hommes dans l'espace public, mais qui sont des hommes différents des autres hommes au sens où ils n'ont pas le même corps. Me permet de rebondir sur ça. Du coup, on peut nommer les différents types de transitions. Donc, vous avez du coup nommé celle qui est médicale ou chirurgicale avec c'est la question que vous posiez. Peut-être hormones, la prise des hormones, les opérations. Il y a aussi la manière de transitionner socialement, donc avec le changement du prénom, des pronoms dans l'entourage et à l'école, au travail, etc. Dans la famille aussi. Et peut-être, je dirais, administrative en dernier. Je sais pas si y en a d'autres auxquelles on pourrait penser, mais administrative, c'est officiellement changer la mention de genre et ou la mention de prénom du coup à l'état civil. Tout à fait. Oui, effectivement, il y a cette transformation ou cette transition, ce changement d'état civil qui est encore là, qui représente bien ce passage d'un état à un autre. Il y a la transition sociale qui est plus complexe parce que c'est comment on se présente aux autres et comment on demande aux autres de vous considérer. Et là, il y a celle qui se fait dans la famille, il y a celle qui se fait par rapport aux parents, il y a celle qui se fait par rapport aux copains à l'école, il y a celle qui se fait dans le milieu du travail, etc., etc. Donc tout ça, c'est des étapes. C'est des étapes progressives. On peut transitionner avec un groupe d'amis, par exemple, mais pas sur son lieu de travail, parce qu'on pense que c'est trop compliqué, ou ça peut se faire par étapes, cette transition sociale. Mais effectivement, Noah, vous avez raison de souligner que on peut faire une transition sociale sans faire de transition hormono-chirurgicale, par exemple. On peut tout à fait, par exemple. Demander aux autres de vous genrer, de vous considérer différemment, tout en gardant le même corps. Donc, ouais, tout à fait. Ça sont en général, ce sont des étapes.
de la transformation. Et j'ai envie de vous dire paradoxalement que peut-être le plus important, le plus délicat, le plus complexe, c'est pas tellement la transformation médicale ou chirurgicale si elle a lieu, mais c'est la transformation sociale. C'est-à-dire, c'est faire en sorte qu'un entourage qui vous a toujours considéré dans un genre, eh bien, vous nomme et vous accueille dans un autre genre. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est ce qui est le plus compliqué parce qu'au final, côté médical, une fois bien entouré par des médecins, ça se passe un petit peu tout seul, si je puis dire, dans la mesure où voilà, on décide de prendre les hormones, on se fait accompagner par le médecin généraliste, l'endocrinologue, et puis ensuite pour la chirurgie, c'est un peu la même chose. On rencontre les chirurgiens, on procède aux différents rendez-vous médicaux et puis ça s'enchaîne. Là où la transition sociale, ça prend plus de temps, faut sans arrêt communiquer beaucoup avec l'entourage, avec les personnes concernées pour réussir à faire changer cette perception qu'ils ont de nous, en fait, si je peux me rajouter dedans. mais ouais, complètement. C'est même plus simple, la transition médicale au final. Puis administrativement, en France, ça dépend. C'est pas, je fais un petit retour d'expérience, mais c'est pas si compliqué que ça. Il s'agit de monter un dossier pour la mention du coup de sexe à l'état civil. Ça va être un dossier auprès du tribunal. Et pour le changement de prénom, s'il est tout seul, s'il est séparé du reste, ça va être simplement être à la mairie. Donc après montage de dossier, ça se fait quand même assez simplement. Ça prend du temps, mais c'est parce que c'est de l'administration française, mais ça se fait assez facilement. Oui, c'est des choses qui sont beaucoup simplifiées. C'est-à-dire qu'auparavant, un parcours transsexuel pour le changement d'état civil, c'était très 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 compliqué. C'est-à-dire qu'il fallait faire preuve déjà d'avoir été complètement transformé chirurgicalement. Il fallait alors c'était surtout des transsexuels femmes, c'est-à-dire des hommes qui transitionnaient en femmes. À l'époque, c'est beaucoup plus récent que les filles transitionnent en garçons. Et donc, elles devaient être stérilisées, quand même stérilisées, et avoir une transformation chirurgicale complète et faire la preuve qu'elles avaient une apparence de femmes crédibles. Voilà. C'est-à-dire, en gros, Marilyn Monroe, quoi. C'est ça. C'était vraiment basé sur le physique et l'aspect médical de la transition, et ce qui, heureusement, a été supprimé depuis. Maintenant, il faut pas forcément faire preuve de ça devant les tribunaux. C'est plus quelque chose de nécessaire. Puis d'ailleurs, entre personnes trans, je sais que sur certains groupes d'aide, on s'encourage vivement à pas mettre les pièces médicales dans nos dossiers pour que petit à petit, ce soit pas quelque chose qui valide plus un dossier plutôt qu'un autre auprès des juges, etc. Donc je trouve ça vraiment bien pour le coup. Et si je peux rebondir, du coup, on voit aussi qu'il y a une évolution des termes utilisés. Parce que c'est vrai qu'on utilisait le terme plutôt transsexuel il y a quelques années, et maintenant on est plutôt sur transgenre, et on voit que l'enjeu est plus forcément le même. Oui, et c'est important, mais ça suit toute cette évolution des questions de genre dans nos sociétés, justement. C'est-à-dire que on peut dire que le genre a remplacé le sexe dans les débats toutes ces dernières années, que les questions de genre elles sont omniprésentes, que ce soit autour de MeToo, des violences faites aux femmes, des revendications féministes et de la place de la différence des sexes dans notre société. C'est des débats qui agitent tout le monde. Et au fond, la question transgenre, c'est un des aspects de ce vaste chantier, de ce chamboulement qui existe au niveau du genre. En plus, la question transsexuelle, justement, on parle de sexe. Et quand on parle de sexe, c'est toujours un petit peu ambigu, parce que quand on parle de sexe masculin ou féminin, on parle de deux choses à la fois qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on parle sexe, c'est-à-dire organes génitaux, pénis d'un côté, un vagin, un clitoris, etc. de l'autre côté, et on parle en même temps d'identité, c'est-à-dire quand on parle de sexe à l'état civil, c'est que vous êtes homme ou femme. Et c'est finalement cette disjonction entre le fait d'être homme ou femme et la question du sexe anatomique qui est posée par la question transgenre. C'est-à-dire que justement, c'est poser les choses ailleurs, c'est poser les choses en termes d'identité, de rôles sociaux, de place dans la société. Et c'est donc beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. Et oui, c'est vrai que ça remet en question beaucoup de choses. Le débat est passé, donc comme vous disiez, du sexe. Donc c'est vrai que les sexualités étaient en question dans plutôt la décennie, voire un peu avant les années 2000. Donc autour de l'homosexualité,
autour de l'hétérosexualité. Et là, on voit que le débat a complètement glissé et on voit aussi tout le débat public et tous les enjeux en fait qui sont derrière sur pourquoi le genre est aussi important et que le sexe biologique. Oui, parce que justement, petit à petit, le genre s'est distingué du sexe. Au fond, on pourrait dire que Simone de Beauvoir, quand en 1949, elle disait « on ne naît pas femme, on le devient », ce qui est devenu, qui fait partie de la sagesse publique maintenant, elle a posé le premier jalon de cette question-là. Alors, si on ne naît pas femme mais qu'on le devient, est-ce qu'il faut naître avec un vagin et un utérus pour devenir femme ? La question est posée d'emblée, même si dans son esprit, évidemment, elle ne le posait pas comme ça, mais elle posait quand même la distinction de ce qu'est le genre, c'est-à-dire toutes les rôles sociaux, les stéréotypes, la place qu'occupent les femmes dans la société, de la question à la fois du sexe au sens anatomique, c'est-à-dire le sexe de naissance, et de la sexualité. Très bien. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir aller vers l'accueil. Du coup, maintenant qu'on a un peu défriché cette question de transidentité, sur l'accueil du coup de cette personne qui va transitionner. Alors, on a voulu, à travers cet épisode, traiter dans un premier temps de ce que nous avons défini avec Noah comme transition inconsciente. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, mais l'idée c'était quand on a des enfants qui sont plutôt qu'ils se testent, voilà, sur un genre ou l'autre, qui se font appeler, qui veulent se faire appeler par un prénom féminin ou masculin en fonction, voilà, de leurs envies. La question derrière, c'est comment on peut accompagner son enfant dans la découverte du genre sans vouloir le caser ou le diriger entre guillemets. Si on parle d'enfant, on parle d'enfant. C'est-à-dire on est avant l'adolescence, disons. Et les enfants, moi je crois que c'est très important de laisser les enfants jouer. Parce que l'enfance, c'est le moment du jeu, et c'est à travers le jeu qu'on apprend des choses extrêmement importantes et extrêmement fondamentales de l'existence. Les enfants, ils sont très absorbés par leur jeu, c'est très sérieux le jeu, et c'est comme ça qu'ils apprennent la vie. Donc, je crois que un petit garçon qui a envie de porter des jupes ou de se mettre du vernis à ongles ou des nœuds dans les cheveux, ou pardon, une petite fille qui a envie de jouer au foot et de porter des gros sweatshirts, eh bien, il s'agit de les laisser jouer, justement. Il s'agit de les laisser jouer, c'est-à-dire de considérer que l'enfance est un vaste terrain de jeu, qu'il y a des petits garçons qui aiment se bousculer et jouer au cow-boy, et puis qu'il y a des petits garçons qui aiment jouer à la poupée et qui aiment s'habiller en rose, et que tout ça, c'est des diversités. C'est-à-dire, c'est ouvrir l'enfance à la question de la diversité. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je m'oppose à ce qu'on dise qu'un enfant est transgenre, par exemple. Je pense que c'est trop tôt. Je pense que c'est pas approprié. Je pense qu'on peut dire qu'un petit garçon, il aime les jeux de filles, qu'il aime le terrain de jeux de filles, qu'il a envie d'être nommé, même éventuellement d'un prénom féminin, pourquoi pas. Mais pas commencer à rentrer dans une vision un peu comme ça déterministe ou d'un destin qui serait posé dès l'enfance. Je crois qu'il y a bien le temps, que en plus il y a des moments un peu transitoires comme ça dans l'enfance où on aime se déguiser ou jouer à d'autres personnages. Donc ce qu'il faut le plus, c'est ne pas culpabiliser un enfant, ne pas contraindre un enfant à adopter d'autres attitudes que celles qu'il a envie d'avoir, et surtout ouvrir l'esprit. Lui ouvrir l'esprit à lui, mais ouvrir l'esprit de tous les enfants. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que si un petit garçon, je parle des petits garçons parce que c'est plus difficile pour les petits garçons quand ils se mettent à avoir des comportements féminins ou à s'habiller en fille que pour des filles qui ont parce que les comportements masculins des filles, les filles aujourd'hui, elles jouent au foot, elles portent des survêtements, elles peuvent avoir les cheveux très courts. Finalement, ça n'étonne personne. Mais par contre, pour les petits garçons, c'est plus compliqué. Et donc, il s'agit d'ouvrir l'esprit de tout le monde, c'est-à-dire de dire, dans une classe,
Si un petit garçon qui commence à avoir des comportements très féminins où vous voulez être nommé comme une fille, c'est avec les autres qu'il faut travailler, c'est-à-dire expliquer à tous les enfants que il y a 1000 façons d'être un garçon, qu'on peut être un garçon qui joue au foot, un garçon qui joue à la poupée, et que tout ça, ça ne bouscule pas l'ordre du monde, que c'est différentes façons d'être soi, et que tout ça, c'est très bien, que tout ça, c'est de la diversité. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il faut dépathologiser les aspirations de genre et les comportements de genre chez les enfants. Après, les choses deviennent plus sérieuses à l'adolescence. Parce que tous les enfants, ils sont un peu unisexes, quoi. Un petit garçon, une petite fille, ils ont à peu près le même corps. Il n'y a pas d'énormes différences en dehors des organes génitaux. Enfin bon, puis il n'y a pas tellement de différence non plus dans la façon dont ils se positionnent les uns par rapport aux autres. Mais c'est à l'adolescence qu'à ce que les choses commencent à devenir beaucoup plus tragiques. Parce que là, une petite fille qui se sent garçon, qui a envie d'être un garçon, avoir la poitrine qui pousse, les règles qui apparaissent, le corps qui se transforme, enfin tout ça, ça devient une tragédie. Donc là, il s'agit plus de prendre les choses en compte et en charge. Et donc pour les parents, et ça c'est toujours le message que j'ai vis-à-vis des parents avec des enfants prépubères, c'est d'essayer au maximum de se représenter les choses et de les présenter à l'enfant comme en son entourage par du jeu et de l'expérimentation. C'est pas grave, c'est pas pathologique, c'est pas une maladie, c'est un terrain d'expérimentation de soi. C'est ça, essayer de casser un petit peu les stéréotypes liés. On en avait déjà parlé dans un autre podcast, mais les stéréotypes de genre dans l'éducation, essayer de casser un peu ça pour que les enfants ne soient pas enfermés forcément dans des comportements liés à un genre, au stéréotype de genre tout simplement. Puis peut-être, effectivement, comme vous le dites, ouvrir l'esprit de tout le monde autour pour que les petits garçons finalement ils aient le droit de faire comme ils veulent, tout simplement, sans forcément mettre un mot de transidentité dessus tout de suite, qui pourrait être un peu hâtif. Et au même titre que les petites filles, elles peuvent être simplement garçons manqués. Je fais des guillemets avec mes doigts pour les et que ça choque personne, alors que les petits garçons, eux, c'est tout de suite plus bizarre quand ils ont ce genre de comportement. Donc c'est pas effectivement ça, c'est bien de changer ça. Je dis ça parce que évidemment je pense à ce film qui a été tellement vu et tellement commenté, qui est le film Petite fille de Lifshitz. Qui montre bien un petit garçon qui a de toute évidence envie en tout cas de faire de la danse et de porter des jupes et d'être dans des jeux de filles et alors que j'adore le travail de Lifshitz, mais je trouve que ce film a causé un petit peu des problèmes parce que dans le raccourci du montage du film, on a l'impression que cet enfant est pris très vite dans un circuit médical où on lui dit qu'il va avoir des hormones, on lui dit qu'il va être opéré plus tard. Enfin, on a l'impression qu'il est pris dans un circuit, justement, de parcours de transidentité, alors que c'est un tout petit enfant. Et ça a provoqué beaucoup de remous autour de lui, parce que les gens ne comprenaient pas. D'abord, l'enfant, on l'entend pas, on entend beaucoup sa mère. Donc, tout ça a créé un malaise et une mauvaise façon de considérer la chose. Je crois qu'encore une fois, il s'agit pour les enfants de les laisser être enfants, de les laisser être comme ils ont envie d'être. Tout à fait. Et on peut noter quand même qu'il y a une circulaire qui est parue, une circulaire de l'Éducation nationale, qui permet du coup de faire une demande pour le changement de prénom. Aussi, alors je sais pas si c'était à la suite du film, mais j'ai l'impression qu'en termes de temporalité, on était un peu dans les mêmes eaux, et qui permet du coup, alors avec l'accord d'un des deux parents ou des deux parents, je sais plus exactement, mais en tout cas de pouvoir que l'enfant puisse se faire appeler par un autre prénom que celui de son identité. Tout à fait, oui. Oui. C'est je pense une avancée qui est quand même assez intéressante dans ce début de transition, et qui n'est pas définitif, parce ils peuvent toujours revenir en arrière, et c'est ça qui est, je pense, dans vos propos, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le côté il faut laisser jouer, il faut laisser expérimenter, et puis laisser l'enfant se construire aussi par lui-même. Tout à fait. Ouais. Vous savez,
il y a quelques années, j'avais participé à l'élaboration ce qui s'appelait les ABCD de l'égalité à l'époque. C'était Najat Vallaud-Belkacem qui était ministre de l'Éducation nationale, et elle voulait justement faire une introduction aux questions de genre chez les petits-enfants. C'est expliquer aux petites filles qu'elles pouvaient faire des mathématiques, qu'elles pouvaient devenir astronautes plus tard si elles le voulaient, et qu'il n'y avait pas de destin de filles et de garçons en termes d'apprentissage, en termes de savoir-faire, etc. Donc c'est pas bien méchant, quoi. Ça mangeait pas de pain, mais ça avait provoqué, si on s'en souvient, un tollé absolument incroyable à l'époque. C'est-à-dire que il y avait des mères qui retiraient des parents qui retiraient leurs enfants de l'école en disant on va obliger mon garçon à porter des jupes, on va obliger mon fils à se masturber à l'école. Enfin, ça génère, quand on touche cette question du genre, en fait, c'est une usine à fantasmes, voilà. C'est-à-dire ça fait quasiment délirer, quoi. Ça fait imaginer des choses absolument terribles aux parents qui ont toujours envie à la fois de considérer leurs enfants un peu comme des anges asexués, et puis surtout, voilà, ils pensent que cette question des stéréotypes, elle est, il faut que leurs enfants s'y conforment pour pouvoir être intégrés normalement dans la société. Et du coup, ça me fait penser, voilà, une petite question comme ça. Voilà, c'est en fait, qu'est-ce que ça vient bousculer à l'intérieur des familles, ces questions de genre? Si vous voulez, ça fait quand même des millions d'années qu'on fonctionne sur un régime qui est celui de la différence des sexes. Depuis Adam et Ève, depuis la création du monde, eh bien, le monde s'organise autour de cette répartition sexuée. C'est-à-dire que toutes les sociétés, depuis toujours, se sont organisées autour de cette question de la différence des sexes. Et des territoires et de la complémentarité du masculin et du féminin, et des hommes et des femmes, donc avec évidemment une hiérarchie du côté des hommes partout et toujours, et une organisation patriarcale de l'ensemble des sociétés, avec un infléchissement, une domination masculine. Il n'y a pas d'autre mode de société depuis toujours. Donc, ce qui a commencé à se jouer autour de l'égalité des sexes a déjà beaucoup bousculé les sociétés. Ça a l'air de rien maintenant, mais déjà, l'idée que les femmes et les hommes puissent être sur un terrain d'égalité dans la société a été déjà une révolution des mentalités, et aller encore plus loin, c'est-à-dire remettre même en question l'existence même de cette différence, c'est-à-dire le fait qu'on reconsidère tout ce qui relèverait du masculin et du féminin, et on reconsidère même les corps aujourd'hui comme étant naturellement ceux d'hommes ou de femmes, puisqu'on peut les transformer et qu'on peut rentrer dans d'autres parcours. Donc ça bouscule quand même énormément le système de pensée. Il n'y a pas et tout ça s'est fait en très 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 peu de temps. Donc évidemment c'est un bouleversement. On vit depuis des millions d'années avec tout ce qui est de l'ordre des hommes, c'est du pas femme, et tout ce qui est de l'ordre des femmes, c'est du pas homme. Et puis tout à coup, tout ça se confond, se mélange, se bouscule, se transforme. Dès l'échographie, quand on demande si c'est un garçon ou une fille, c'est pas par hasard, c'est que on se représente déjà ce que va être une vie de garçon et ce que va être une vie de fille, ce que va être le garçon idéal qu'on a envie d'avoir ou la fille idéale. Et que même si on est très ouvert d'esprit et pas du tout borné sur les questions de genre, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on se représente le destin d'une fille qu'on se dit elle va être vouée à se marier et à faire des enfants, mais c'est plus compliqué que ça aujourd'hui. Mais quand même, on se représente des destins féminins et des destins masculins comme étant différents. Et donc, pour des parents, avoir une fille qui leur dit tout à coup ah ben non, moi je me sens garçon et j'ai envie d'être garçon, c'est quand même détruire tout cet univers d'attente et de représentation qu'on a construit autour de ce garçon ou de cette fille. Et le nombre de fois où j'entends des parents qui me disent mais c'est comme si mon enfant était mort. Enfin, oui, le terme de deuil revient souvent. Oui, le deuil. Je dois faire le deuil de mon fils, me dit tel ou tel parent. Et moi, je leur dis non, il n'est pas mort, votre fils. C'est une continuité. C'est juste qu'il y a des différentes. Voilà. C'est le même être. C'est le même enfant, le même bébé que vous avez porté, que vous avez nourri, c'est toujours lui.
son histoire, il l'effacera pas, même s'il veut effacer son prénom, et souvent il veut effacer son enfance dans un genre qu'il n'aimait pas, mais il n'empêche qu'elle est là, et qu'elle est là en vous, et que vous l'avez vécu, et que ça, c'est là, et ça continuera. Oui, complètement. Moi, je sais que dans ma famille, ils ont clairement parlé de deuil. Hein. C'est un terme qui est revenu souvent. Mais c'est à quoi j'avais tendance à répondre que j'étais toujours la même personne. C'est simplement mon futur qui allait être différent au niveau de comment les gens vont me percevoir et comment je vais me faire rappeler. Et ils y sont arrivés, vos parents, à l'acceptation? Alors, du coup, pour ce qui est de ma famille, du côté de mon père, oui, clairement, ça s'est bien passé. Ça a pris du temps. Je dirais que ça a pris une bonne année. Il y a une bonne année où j'étais, du coup, j'ai pas entamé de transition médicale, donc ça a permis aussi de laisser s'installer l'idée avant qu'il y ait des réels changements, plus que juste l'expression de genre, je dirais. Mais en tout cas, ils ont tous fait preuve de bienveillance, d'écoute, et ils essayent. Donc, c'est tout ce que je demande de mon côté, hein, c'est vraiment que les personnes elles essayent. Du côté de ma mère, c'est plus compliqué. Une partie de ma famille n'est pas au courant, puis on se fréquente très peu. Le peu de fois où on s'est fréquenté, elle essaye pas vraiment, donc même avec elle, du coup, ça limite les possibilités, en fait, vu qu'on se fréquente pas beaucoup, de montrer qu'elle essaye. Du coup, je suis vraiment sceptique sur le fait qu'elle accepte ma transition. Ce qu'on est en train de vivre comme passage, moi je trouve ça passionnant, c'est qu'au fond, être homme ou être femme, ça résumait entièrement quelqu'un. C'est-à-dire que c'est comme si, effectivement, c'était deux catégories, et donc on était soit dans une catégorie, soit dans l'autre. Et aujourd'hui, on voit plus que on continue d'être, pour la plupart des gens, d'être homme ou femme, bien sûr, tout ça n'est pas remis en question, mais que ça n'est qu'une partie de soi, au fond. C'est-à-dire qu'il y a l'être, avec tout un tas de caractéristiques, dont le genre. Mais le genre ne recouvre pas l'entièreté de l'être, l'entièreté de la personne. En tout début de conversation, en règle générale, c'est quelque chose dont je parle bien après, parce que c'est pas quelque chose j'ai pas envie qu'on se rappelle de moi pour ça, ou ce genre de détails. Je suis avant tout une personnalité, j'ai des passions, j'ai des, je sais pas, un potentiel, des compétences. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Des compétences, des envies, enfin bref, tout plein de choses. Et j'ai pas envie d'être juste réduit à un genre. En fait, c'est pas quelque chose que je trouve pertinent, en tout cas pour moi. Du coup, c'est clairement bête de refuser d'accepter des personnes juste pour ça, par exemple, parce qu'elles changent de genre. Alors que ça ne les définit pas au final. Comme une personne cis où on commence pas la discussion en disant bonjour, je suis un homme cis, quoi. Voilà. Non, bien sûr que non, mais enfin, quand même, vous voyez bien que la première chose qu'on nomme quand on dit bonjour au monsieur, dit bonjour à la dame, bonjour monsieur, bonjour madame, c'est-à-dire que on s'adresse à quelqu'un à partir de son genre, à partir de la reconnaissance de son genre. Et que quand on ne sait pas, quand on a en face de soi quelqu'un dont on ne sait pas très bien où le caser, ça provoque un malaise. Parce que du coup, on ne sait pas à qui c'est comme si on ne savait pas à qui on s'adresse. Moi, j'ai connu ça dans ma pratique, puisque je reçois donc beaucoup de personnes dans des parcours de transidentité. Et un jour, j'avais une très très longue consultation, et donc il y a un jeune de 17-18 ans que j'avais déjà vu 2-3 fois, et qui s'assoit en face de moi pour parler. Et tout à coup, j'ai un blanc, si je peux dire, c'est-à-dire je ne me souviens plus s'il s'agit d'un garçon en train de transitionner en fille ou d'une fille en train de transitionner en garçon. Et je cherche, comme ça, ça me préoccupe, je me dis, mais que j'ai oublié, mais hein. Et à un moment, j'ai lâché ce questionnement. Ça a l'air de rien, ça a l'air tout bête, mais je me suis dit réellement, mais au fond, pourquoi est-ce que je suis tellement préoccupé de savoir si c'est un garçon qui transitionne en fille ou une fille qui transitionne en garçon? J'ai un être humain en face de moi, accueille-le comme il est. Ça a l'air de rien, mais je vous assure, c'est une révolution intérieure. C'est-à-dire, c'est comme, vous savez, quand on casse un mur entre deux pièces et que ça fait tout à coup une grande pièce avec plein de lumière à l'intérieur. C'est-à-dire, j'ai pris conscience que quand on s'adressait à quelqu'un, le genre de la personne à qui on s'adresse est un filtre dans lequel on projette déjà tout un tas de caractéristiques préconçues sur un homme qui s'adresse à un homme qui s'adresse à une femme qui s'adresse à une femme, etc. Tout ça est très codifié.
Et quand on ne sait plus, quand on n'a plus ces codes-là, eh ben, c'est un sacré terrain d'invention. C'est complètement vrai. Je l'ai déjà ressenti. C'est vrai que avant ma transition, avant même que je me pose la question, j'avais pareil. Je connaissais rien du tout à la question de transidentité. Et c'est vrai que je me retrouvais face à des personnes où j'arrivais pas à déterminer leur genre. Des fois, ça me perturbait. Pareil, le malaise, ce genre de choses. Je savais pas quel pronom utiliser, ce genre de choses. Et ça me mettait, mal à l'aise. Mais après, à partir du moment où je me suis intéressée à la question de transidentité, je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas du tout quelque chose d'important. Et puis, comme je fais partie, entre guillemets, d'une petite bulle où il y a plein de bienveillance dernièrement, je rencontre plein de personnes différentes, genre, sexualité, etc. Et je me rends compte qu'au final, cet aspect du filtre du genre, au final, je m'en fiche. Au final, je me rends compte que les personnes que j'ai en face de moi, des fois, je ne sais pas, parce que je les ai pas forcément en face de moi, ou alors quand je les ai en face de moi, c'est pas forcément simple de savoir, parce que l'expression de genre, elle correspond pas forcément non plus à l'identité de genre. Donc des fois, il y a pas moyen de savoir. Et si je pose pas la question, des fois, je sais pas, et c'est ok. c'est quelque chose dont je prête vraiment plus du tout attention au final. Tout à l'heure, vous abordez le fait que vous accueillez des familles. Quels sont les conseils que vous donnez du coup à ces familles-là quand un proche est en transition? C'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de faire en sorte que ça soit pas un deuil, que ça soit pas un rejet, que ça soit pas une exclusion, qu'il y ait une continuité dans l'esprit du parent et dans les sentiments du parent pour leur enfant. C'est les déculpabiliser aussi, parce que souvent les parents se disent mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, la mère va se demander mais est-ce qu'il était trop dans mes jupes ou pas assez, ou enfin ce genre de choses, ou est-ce que j'ai pas perçu quand il était enfant ou qu'elle était enfant qu'il y avait tel et tel problème. Les parents se sentent toujours coupables de tout, hein, donc entre le rejet et la culpabilité, il y a de quoi travailler, disons. que ça circule mieux. Du coup, Serge Fez, à partir de quel moment il faut venir, par exemple, vous voir dans une consultation? Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce que on a parlé de l'enfance et de la barrière enfance-adolescence? Est-ce qu'on peut donner un petit repère, pour les auditeurs et auditrices du podcast? Un premier repère, c'est la souffrance. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir repérer si un enfant souffre. Et bien souvent, un enfant qui n'est pas dans son genre attitré, disons, est en souffrance. Est en souffrance parce que il est victime d'ostracisme, de rejet, de bouc émissérisation, de tout ce que vous voulez. Donc c'est ça qu'il faut repérer. Et faire en sorte que cet enfant ne développe pas une mauvaise image de lui-même, parce qu'on a vite fait d'introjecter, d'adopter, d'assimiler une mauvaise image de soi si les autres vous la renvoient. J'ai beaucoup travaillé il y a des années sur la question de l'homophobie intériorisée, par exemple, c'est-à-dire comment le problème des jeunes homosexuels, c'est pas leur homosexualité, mais c'est le fait qu'ils intériorisent une mauvaise image d'eux parce qu'elle leur est renvoyée par l'entourage. Et autour de la question trans, c'est un petit peu les mêmes questions qui se posent. Donc ça, c'est le premier conseil aux parents, c'est de repérer cette souffrance. Alors, parce que l'enfant n'en parlera pas. L'enfant qui est victime de rejet à l'école, il a honte, et il a honte de lui-même, et donc il ne dira pas à ses parents ce qu'il est en train de vivre. Donc il faut le devancer, il faut deviner surtout, et encore une fois, je reviens plus vers les petits garçons féminins, entre guillemets, que les petites filles masculines, pour qui c'est quand même beaucoup plus facile de s'intégrer. Mais les petits garçons féminins, ils subissent beaucoup de rejet. Et donc, il faut pouvoir le devancer pour les parents, il faut être proche de l'enfant, l'interroger, interroger ses enseignants, interroger l'école, voir comment les choses se passent. Et donc,
je dirais que c'est pas tant la consultation psy qui se pose à ce moment-là que vraiment le travail social relationnel, mais qui peut déboucher sur une consultation psy si on sent que l'enfant est vraiment très mal à l'aise dans sa peau et qu'il s'agit de l'accompagner un petit peu là-dessus pour qu'il puisse se connaître et s'aimer un peu mieux. Toute la question, comme on disait tout à l'heure, c'est au moment de l'adolescence. Au moment de l'adolescence, le corps se transforme, la voix des garçons mue quasiment du jour au lendemain, il y a les poils qui poussent, etc. S'ils se sentent filles dans leur corps, c'est catastrophique. Une fille elle va avoir ses règles, elle va avoir sa poitrine qui pousse, elle va avoir son corps qui se transforme. Elle peut ne pas le supporter, se scarifier, faire des tentatives de suicide, porter des binders très compressifs, etc. Donc tout ça, c'est des signes d'alerte, hein, bien évidemment, et que on peut pas laisser un ado avec ce malaise, avec cette souffrance. Donc à ce moment-là, évidemment, il faut faire appel à des équipes spécialisées pour aider à ça. Et il y en a heureusement de plus en plus et de plus en plus un peu partout. Mais à contrario, vous avez des ados qui qui maîtrisent et qui dominent extrêmement bien la situation. Ils s'assument, ils sont bien dans leur peau, ils s'assument auprès des autres. Ça voilà, ils ont beaucoup de volonté, de caractère, de confiance en eux. Et voilà, ceux-là, il s'agit pas de les psychiatriser non plus. Ils font leur parcours. Mais il faudra quand même à un moment ou à un autre les aider pour qu'ils éclaircissent un petit peu plus quels sont leurs objectifs. S'ils ont des objectifs de transformation, lesquels, à quel moment, voilà. C'est ça. Et puis être accompagné médicalement, ça peut être important, ça sécurise les parents aussi bien que la personne concernée. Donc au final, c'est nécessaire. Je souhaitais revenir sur une question qui fait débat. C'est le passage obligatoire par un psychiatre ou un psychologue dans le cadre de la transition médicale. Je pense notamment au fait d'avoir à aller voir du coup un psychologue ou un psychiatre pour avoir une attestation qui indique que c'est ok selon eux qu'on puisse avoir accès aux hormones et commencer une transition médicale. Certaines personnes trouvent ça inutile, infantilisant. Et c'est vrai que c'est une bonne question à se poser. De mon point de vue, et je pense qu'on se rejoindra plutôt là-dessus, passer par un psychiatre, je pense que ça peut permettre de faire le point, voir comment on se sent vis-à-vis de la transition, voir comment c'est installé dans l'entourage, que ce soit les amis, la famille, le travail. Enfin, du moins, c'est les questions qui m'ont été posées, du coup, quand j'ai rencontré un psychiatre et un endocrinologue ensuite. En fait, il voulait surtout s'assurer que j'étais accompagnée, bien entourée, parce que ça allait être beaucoup de changements à appréhender médicalement, le corps qui change, etc. C'est pour ça que je pense que c'est important. Ça permet également à l'endocrinologue d'être assuré sur le fait que on a rencontré un psychiatre ou un psychologue qui sera du coup en mesure de nous accompagner si le besoin se fait ressentir, parce que du coup le premier contact sera effectué, donc ça sera plus simple. Alors, tout à fait d'accord, mais je pense que la situation est différente pour des mineurs et des majeurs, si je peux dire. C'est-à-dire, déjà, c'est pas la même sur le plan légal, et puis c'est pas non plus le même stade de développement. Donc, sans que les choses soient obligatoires, parce qu'on peut pas parler de soi en étant obligé, il faut en avoir un petit peu envie, il faut avoir ce mouvement. Quand même, je pense que c'est très important que des mineurs puissent être reçus plusieurs fois sur un temps assez long pour élaborer quand même un peu, parce que tous les adolescents, beaucoup d'adolescents sont mal dans leur corps, beaucoup d'adolescents sont mal dans leur genre, beaucoup d'adolescents ont des difficultés de reconnaître même leur corps au moment de la puberté. Tout ça est très banal, et que il y a une visibilité de la transidentité aujourd'hui qui fait qu'ils vont sur les réseaux sociaux, ils voient des tas de trans qui ont l'air très heureux dans leur transformation, qui se sentent très bien. Donc tout ça peut aussi créer une identification. Donc voilà, je crois qu'il faut prendre un peu de temps, faut réfléchir, faut parler avec des gens qui, encore une fois, vous rejettent pas, vous jugent pas, vous disent pas que vous êtes dans la mauvaise direction, mais ouvrent un peu les pensées et les perspectives. Chez des jeunes adultes, moi j'ai beaucoup une population entre 18 et 25 ans.
là, il s'agit pas de rendre les choses obligatoires au niveau de la psy, ni de psychiatriser la transidentité, mais à la plupart, je leur dis, écoutez, moi je travaille avec 4-5 psychologues dans mon unité. J'aimerais bien que vous en rencontriez un, et puis que vous discutiez un peu, vous lui disiez où vous en êtes, ce que vous souhaitez, etc. C'est encore une fois, c'est pas pour avoir le sésame du papier qui vous permettra d'aller voir l'endocrino, mais c'est pour faire le point. Et ce que je vois, c'est que la plupart, une fois qu'ils commencent, ils continuent. C'est-à-dire que ils se rendent compte que parler de soi, c'est pas remettre en question le questionnement de genre, mais c'est le placer dans tout un tas d'autres questions, sur soi, sur ses relations, sur sa vie, et que ça apporte toujours quelque chose, quoi. Ça. Alors ça peut durer 2 séances, 3, 10, 15, 20, c'est pas établi au départ, mais vraiment j'essaye de le conseiller le plus possible. Ouais. Et du coup, on parlait des professionnels. C'est vrai qu'on peut se poser la question si l'ensemble du corps médical est ce qu'on appelle safe, du coup, qui est bienveillant. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, des annuaires ou des registres où on peut trouver des professionnels qui sont déjà qui ont travaillé sur cette question et qui sont capables d'accueillir dans de bonnes conditions ces jeunes ou les familles qui se questionnent par rapport à ces questions-là? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a que ce soit au niveau des associations type Acceptess ou Trans, etc. Enfin, il y a beaucoup d'associations de personnes trans vers les personnes trans. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Je pense qu'on peut nommer BDD Trans, du coup, comme banque de données, qui répertorie pas mal de praticiens. Donc, de manière générale, il y a des généralistes, des endocrinos, des chirurgiens, il y a vraiment de tout avec des avis, en fait, de personnes qui, du coup, ils sont allés et postent un avis sur les médecins qui sont particulièrement safe ou particulièrement vraiment pas safe. Après, je sais pas ce que ça vaut pour ma part, mais je sais que c'est quelque chose qui tourne beaucoup dans les groupes d'entraide, en tout cas entre personnes trans, notamment sur Facebook. C'est vraiment un site qui revient souvent. Donc, je me permets d'en parler. Il est quand même assez complet, donc sait-on jamais. Petite idée. Mais bon, bien sûr, les informations qui sont dessus, ça reste un forum tout de même. Donc, je sais pas à quel point les informations sont vérifiées dessus. Du coup, Noah, on a parlé du coup du coming out. Est-ce que tu as des petits tips du coup à donner aux familles ou aux personnes qui accueillent du coup une transition, les petits tips pour bien accueillir cette nouvelle qui est une grande nouvelle pour les personnes qui transitionnent. Effectivement, du coup je vais parler de vis-à-vis de qu'est-ce que j'ai par exemple essayé de mettre en place avec ma famille ou comment on a discuté de la chose. Déjà le coming out, au moment du coming out, forcément, il y a plein de manières de réagir et c'est normal de pas sauter de joie dès l'annonce. Ça reste. Je pense qu'il faut aussi, dédramatiser le truc, mais il faut aussi remettre. C'est légitime de se sentir inquiet en tant que parent, d'avoir des craintes, de pas comprendre, parce que c'est quelque chose qui du coup vous concerne pas. Donc, dans le sens où vous êtes pas passé par là, donc c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est normal que le nouveau, ça fasse un peu peur. Peut-être essayer de verbaliser au maximum les inquiétudes, les craintes qu'il peut y avoir. Peut-être que votre proche qui du coup vous fait son coming out sera en mesure. Donc ça, on parle surtout des personnes plutôt en transition consciente, qui ils savent qu'ils sont trans et vous l'annoncent. Majoritairement, je dirais des jeunes adultes, je pense, ou des adultes déjà. Peut-être que la personne trans saura vous rassurer sur certains points. Par exemple, moi, je sais que dans ma famille, ils avaient des craintes sur mon futur, comment ça se passe médicalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire
comme parcours de transition. Est-ce que médicalement j'ai envie de transitionner? Est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'à la chirurgie? Ce genre de questions peuvent avoir des réponses. C'est pas obligatoire, mais ça pourrait être le cas. Donc à ce moment-là, c'est bien si vous réussissez à verbaliser vos questionnements, comme ça, avoir des réponses, ça rassure. Aussi pour le changement de prénom et de pronom, ça peut être un peu difficile au début. Et encore une fois, c'est ok, c'est normal. J'ai envie de vous dire, le principal, c'est d'essayer. C'est de montrer à votre proche que vous êtes prêt à changer, à accepter, à changer du coup ses habitudes pour le ou la prénommer. Parce qu'au final, les erreurs, ça arrive. On s'est habitué pendant 18, 19, 20, 30 ans, 40 ans à utiliser des prénoms et un prénom et un pronom. Donc, c'est normal qu'il va y avoir des erreurs. Il faut pas dramatiser le truc. C'est ok. Simplement, s'excuser, se corriger, ça fait le taf. C'est parfait. Et puis, ça va montrer à votre proche, du coup, que vous êtes prêt à faire le changement et à au moins essayer. C'est ça le plus important selon moi. C'est essayer et faire de son mieux. Ça montre que voilà, vous considérez la personne et que vous respectez son identité. Donc, je veux dire, il y a que ça à faire dans ces cas-là. Et puis après, en termes de vraiment de petits tips, de petites astuces que j'avais données à ma famille, ils avaient tendance à échanger à mon sujet avec du coup mon dead name et mes anciens pronoms. Et je leur avais dit, si vous voulez vous entraîner, parce que nous on se voit pas souvent, donc c'est pas évident. Quand on se voit, c'est normal que vous avez du mal à faire du coup le changement. Mais peut-être que quand vous parlez de moi entre vous, essayez d'utiliser ou vous reprendre les uns les autres, utiliser le bon pronom et les bons prénoms. Et mine de rien, j'avais eu des retours assez positifs en me disant oui, maintenant qu'on se reprend l'un et l'autre, ça fonctionne vachement mieux. Donc ça peut être un petit tip, c'est assez utile. Et puis voilà, le changement, ça va se faire. Mon courage. C'est une question de temps, je pense. Et puis le temps d'essayer et de faire de son mieux. Je pense que c'est ça le plus important. Voilà, surtout dédramatiser. C'est pas quelque chose de foncièrement grave. La vie suit son cours, quoi. Faut pas avoir le truc comme un énorme drame. Et je pense que en voyant le truc de manière, en voyant la transition de votre proche d'une manière ok ou positive, vous allez l'accompagner dans des meilleures conditions, avec plus de bienveillance que si vous voyez la transition comme un drame et un deuil, ce genre de choses. Ce sera plus simple pour tout le monde, je pense. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que transition, c'est pas une baguette magique, c'est-à-dire hop, vous avez une fille qui rentre dans la pièce, pling, elle sort en garçon, quoi. C'est très long, c'est compliqué, ça prend du temps, ça demande de l'adaptation pour la personne concernée en premier chef et pour son entourage. Complètement. C'est laisser le temps au temps, et que c'est des transformations très lentes, et donc que ça laisse le temps aussi de réfléchir, de s'y habituer, de cheminer les uns avec les autres. Mais que s'il y a un rejet, on peut pas cheminer ensemble. C'est que c'est ça qui va l'empêcher, qui va empêcher cette évolution conjointe, disons. Complètement. Et peut-être aussi se renseigner de son côté aussi, pas forcément remettre la charge de l'information sur la personne concernée qui vous fait son coming out, mais peut-être se renseigner de son côté en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos, en lisant des livres. Il y a quand même pas mal de ressources maintenant qui sont disponibles, et ça peut être plutôt sympa de se renseigner aussi de son côté pour montrer à la personne aussi, mine de rien, que on s'intéresse au sujet, qu'on a envie de comprendre ce qu'elle traverse et de l'accepter au mieux. Je crois que Noah, tu nous fais une belle transition vers les recommandations. Serge et Fez, est-ce que vous avez des éléments de la lecture ou des choses pour ouvrir un peu le propos Écoutez, il y a pas mal de documentaires qui circulent. Il y en a pas mal qui ont été faits depuis. Je vais pas avoir les noms ni les auteurs en tête, parce que j'ai peut-être un peu comme une passoire. Mais il y en a qui sont de très très bonne qualité. Il y a des beaux films qui sont passés sur ces questions-là. Moi, j'ai beaucoup aimé le film Girl, par exemple, qui est l'histoire de ce garçon qui devient une danseuse étoile. Du coup, un site vraiment bien fait et puis assez sympa pour aussi bien pour les proches que pour les personnes concernées. On retrouve Wikitrans, qui est vraiment un petit équivalent de Wikipédia, mais vraiment avec plein de ressources. C'est hyper général, donc je vais pas en citer.
Le site TransAide également, il est quand même assez bien fait aussi. Il y a plein de recommandations, d'informations dessus qui peuvent être utiles. Moi, j'avais beaucoup aimé le reportage de Océan qui a filmé du coup toute sa transition. Et mine de rien, c'était assez sympa de le suivre à travers ce cheminement. Tout du long, c'était bien fait et bienveillant, donc c'était plutôt cool. J'aime beaucoup les vidéos de Tipoui, donc T-I-P-O-U-I, avec un point d'exclamation ensuite. Du coup, c'est une personne non binaire, si je dis pas de bêtises, qui parle de transidentité de manière générale, aussi un petit peu de sexualité. Du coup, Yael a fait une vidéo qui s'intitule Votre proche est trans. On vous mettra le lien dans la description. Et c'est très sympa à écouter. Et elle donne plein de tips vraiment sympas pour comment accueillir la nouvelle et un peu de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Matt, est-ce que tu as d'autres idées ? Eh bien oui. Alors, du coup, il y a le livre de notre invité aussi, Transition, que moi j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai qu'il englobe des questions liées sur le genre, sur la transidentité, mais qui ouvrent beaucoup le débat. Et je vous invite fortement à le lire. En plus, il se trouve en poche, vous allez pouvoir le trouver à des tarifs très faciles. Non, mais mine de rien, c'est aussi un côté accessible aussi. Et puis, je pense que vous allez le trouver en bibliothèque, tout ça, de manière très, très, très facile. Et on a une autre chaîne YouTube qui s'appelle Gogo s'exprime, qui est un mec trans qui fait des vidéos explicatives sur la transidentité aussi, donc plutôt très très intéressant et bien étayé. Sinon, pour les personnes qui parlent un peu anglais, même malgré que ce soit majoritairement sous-titré en français, j'ai quelques recommandations également, mais sur YouTube, on va avoir les vidéos Trans 101, donc Trans 101 en français, du coup par Uppercase Chase. C'est une série de vidéos et de conseils explications sur la transidentité. Donc ça, pour le coup, j'en avais transmis certaines à ma famille et c'était vraiment très très bien expliqué. Il prend vraiment tout plein de sujets qui touchent à la transidentité et il fait vraiment une capsule par vidéo. Enfin, un sujet, c'est vraiment super bien fait. Et les vidéos de iGender, donc Y-Gender, ou pareil, donc c'est sous-titré en français également. Et la vidéo, je me suis noté la vidéo Friends and Family, mais il y en a vraiment plein d'autres, où ce sont des personnes concernées qui vont répondre à des questions posées par des internautes pour donner des conseils majoritairement sur comment accueillir le coming out, comment agir s'il y a des petits tips, ce genre de choses. Donc pareil, vidéo sympa. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère vous avoir éclairé sur la transidentité. Merci encore à notre invité, Serge Efez, d'avoir accepté notre invitation à participer à cet épisode. C'était sympa. On se retrouve le mois prochain pour parler de contraception et de stérilisation chez les personnes qui ont des ovaires. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager sur tes réseaux sociaux préférés. En attendant, on vous souhaite une très belle fin d'année 2022.